Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Alors, nous avons le plaisir de recevoir plusieurs invités. Alors là, c'était un mélange d'hommes et de femmes. Oui. Égal, et on dirait égal. Hein. Oui, Parité, la parité. Parité, oui. Hein. Et donc, on va commencer par Charnel. Alors oui, Muriel, bonjour, comment ça va? Bien, et toi? Très bien. Tu as vu, en plus, je me suis mis en blanc pour toi. Ah, c'est gentil. Ça marque notre mariage pendant les Love Sisters depuis toutes ces années. Toutes ces années. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intime, la voix. Pas seulement la voix qu'on entend, mais surtout celle qui nous révèle. Et donc, mon invité d'aujourd'hui, qui s'appelle Pedro Laetitia, a créé un atelier qui s'appelle De Voix à moi, qui permet en fait de se reconnecter à son expression profonde. Donc, Laetitia, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire si ce que raconte en fait ce nom De Voix à moi? Est-ce que ça dit de votre propre histoire? Exactement. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir réinvitée sur ce plateau. J'étais venue il y a quelques années en tant que chanteuse. Et donc, c'est un grand plaisir de pouvoir venir aujourd'hui pour vous parler de cet atelier-là qui s'appelle De Voix à moi. Jeu de mots. Et alors, la genèse de la création de cet atelier, il y a quelques années, juste après le Covid, en fait, nous, artistes, on était quand même un peu empêchés de travailler. Et la question s'est posée de qu'est-ce qu'on va faire si jamais ça recommence. Donc, je me suis inscrite dans une formation qui est donnée par l'école Pleine Voix et qui est dirigée par monsieur Jacques Bonhomme. Et c'est une formation qui s'appelle Formatrice en expression orale et scénique, art-thérapie par la voix. Et en fait, pendant ces 2 ans, donc c'est une formation extrêmement complète qui a duré 2 ans, j'ai redécouvert ma voix. En fait, c'est-à-dire que ma voix, moi, je l'utilise en tant que chanteuse. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un versant thérapeutique vraiment qui était lié à la voix. Et j'ai découvert les bienfaits que la voix pouvait apporter d'un point de vue physiologique, chimique, vibratoire, énergétique, psycho-émotionnel. Enfin, c'était extraordinaire. J'ai redécouvert ma voix. Donc ça, c'est un premier point. Cette formation a été capitale pour moi. Ensuite, durant cette formation-là, on a fait un exercice qui s'appelle un test d'écoute, parce qu'il se trouve que l'oreille et la voix sont intimement liées. Et lors de ce test d'écoute, mon formateur me dit « Laetitia, c'est catastrophique. Si je ne te connais pas, je me dis, cette personne-là, elle ne peut pas être chanteuse. Elle ne peut pas être chanteuse. La manière dont tu écoutes, c'est catastrophique. Donc, tu as dû avoir des chocs émotionnels ou des choses comme ça, mais en tout cas, tu ne peux pas être chanteuse. Or, je te connais et je sais que tu es chanteuse. J'étais là, oui, alors donc, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, écoute, je pense que j'ai déjà eu des cas comme ça, et je pense que tu te répares, et il a utilisé ce mot-là, tu te répares au moment où tu chantes. Et qu'au moment où tu chantes, tu te réalignes et que tu te réharmonises à ce moment-là. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, 2e point. Et du coup, je me suis dit, à la sortie de cette formation, je me suis dit, si moi, j'arrive à me réparer au moment où je chante, peut-être aussi que je peux aussi aider, cheminer avec les personnes et les aider elles aussi, si jamais elles peuvent découvrir ce versant de la voix. Et puis ensuite, le 3e point, c'est que je me suis rappelé la petite fille et la petite jeune fille que j'étais, qui pendant des années et des années s'est interdit de chanter parce qu'elle avait peur du jugement, parce qu'elle avait peur de tout un tas de choses. Et donc, je me suis posé la question de me dire, qu'est-ce qui empêche en fait? Qu'est-ce qui retient? Qu'est-ce qui empêche? Donc, après cette formation-là, j'ai cheminé longtemps, je ne me suis pas installée tout de suite parce que j'avais quand même cette... Oui, c'est ça, parce qu'en plus, c'est vrai que de manière générale, on pense souvent que la voix, c'est juste parler, mais vous en faites un vrai chemin intérieur. Ah, mais carrément. Pourquoi et quel est... parce que ce qu'il faut préciser quand même, c'est que ce que Laetitia fait, ce n'est pas coacher des professionnels. Pas du du chant, etc. Surtout C'est-à-dire pas. n'importe qui, voilà, c'est ça, surtout pas, comme elle le précise, c'est n'importe qui peut venir voir Laetitia pour redécouvrir sa voix. Donc d'où le terme chemin intérieur que chacun d'entre nous et peut d'où le faire terme en de voix à moi, c'est-à-dire on va partir de la voix
Et puis, telle une pelure d'oignon, on va enlever les filtres un à un. On va essayer de trouver qu'est-ce qui empêche, où est-ce que sont les nœuds, où est-ce que sont les fragilités. S'il y en a, et s'il n'y en a pas, c'est très bien. Et donc, on accompagne les personnes à la redécouverte de sa voix et donc à sa reconnexion. Parce que la voix, elle a quelque chose d'extraordinaire que tout le monde a. Tout à l'heure, je discutais dans les coulisses avec une dame qui me dit « Oui, non, mais moi, je ne chante pas. Moi, je ne vais pas utiliser ma voix. » Je lui dis « Votre voix, vous l'avez. Elle est à vous. Elle est là. » Oui, mais non, mais moi, je chante pas. Je lui dis, mais juste vous l'utilisez, en fait. Et c'est simplement ça, en fait. C'est-à-dire que nous, on n'apprend pas... Enfin, nous, je suis toute seule dans mon atelier. Moi, je n'apprends pas aux gens à chanter. Je les accompagne. Déjà, je leur apprends rien. Je les accompagne à se reconnecter, en fait, au son qu'on génère. C'est-à-dire, on va juste faire un son. Et puis, on va se concentrer sur qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur. On va se concentrer sur nos proprioceptions, c'est-à-dire nos sensations de l'intérieur. Et notre voix, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle nous appartient. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est la nôtre. Est-ce que durant vos ateliers, il y a certaines personnes qui ont été bouleversées en découvrant leur voix? Parce que c'est vrai qu'on parle tous, mais on n'entend pas forcément sa propre voix. Moi, personnellement, c'est vrai que j'entendais pas ma voix avant de commencer à m'enregistrer, à regarder des vidéos. Et je me disais, ah, mais c'est moi, c'est ma voix. Mais oui, parce qu'on s'entend de l'intérieur. Moi aussi, quand je chante, j'imagine que j'ai une voix, enfin, j'adore, je me concentre vraiment sur ce que j'aimais comme son. Et donc, j'ai appris à aimer. Ça, c'est important aussi, apprendre à aimer sa voix. Oui. Sans être dans un égo trip ou quelque chose de narcissique, c'est juste l'aimer, se dire, ouais, c'est ma voix. J'assume. Mais oui, voilà, je l'assume. Et c'est vrai que les premières fois où j'entendais, quand j'étais jeune, justement, où j'entendais des enregistrements, je disais, c'est moi ça? Je ne m'entendais pas du tout de la même manière. Donc ça aussi, c'est apprendre à aimer sa voix de l'intérieur. Et puis, la voix, elle renferme notre vécu, nos racines, d'où on vient. Le transgénérationnel, nos émotions, notre éducation, elle renferme tout un tas de choses, nos émotions, notre rapport à notre corps. Et c'est vrai que la voix, elle peut fragiliser par moments. Donc il y a des séances comme ça qui sont très dans l'émotion en fait. Mais on accueille ça. Parce qu'on est formé aussi à la thérapie, donc on accueille ça. Et à ce moment-là, on chemine avec la personne, on dit « Ok, bienvenue en fait, bienvenue à la difficulté, bienvenue à ce moment-là qui est sensible, parce qu'il nous indique le chemin à prendre. Donc très bien, qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Et on chemine avec la personne. Voilà, je suis bavarde, hein. Non, j'allais dire vous réparez des traumas pour certains. Alors c'est peut-être fort trauma, hein, mais alors c'est un petit peu fort parce que attention, moi je suis pas psychothérapeute. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je sens qu'il y a quelque chose qui est vrai, qu'on a touché à quelque chose de sensible, j'aiguille tout à fait vers un professionnel. Quand c'est plus profond, il y a des choses qui va être à même de régler ça. Mais c'est vrai que la voix, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment on enlève comme une pelure d'oignon les filtres un à un comme ça, et donc on se reconnecte vraiment à son expression et puis je sais pas si vous allez en parler, mais j'aime beaucoup cette phrase s'autoriser à chanter, c'est un acte d'émancipation personnelle, c'est-à-dire que vraiment on se libère. Donc non seulement il y a le lâcher prise parce qu'on n'est plus du tout dans le mental, on est vraiment concentré sur ses sensations, mais en plus on se libère totalement. Et c'est vrai que par moments on a des personnes qui ont des réactions très émotionnelles. Donc on les accueille et on voit si on peut communiquer, créer du lien à ce moment-là et puis comprendre qu'est-ce qui empêche. Voilà. Donc les ateliers sont surtout personnalisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un processus personnalisé. Bah oui. D'accord. Et vous recevez des groupes ou simplement des particuliers? Alors ça peut être des demandes individuelles avec une problématique particulière ou des gens qui ont envie d'explorer quelque chose de particulier. Puisque mon atelier, ça s'appelle exploration vocale et scénique, c'est-à-dire c'est une exploration. Je n'apprends rien, mais je chemine avec les personnes. Pardon, je suis vraiment à côté d'eux et je chemine avec eux et on... La cheminée, hein. C'est ça. La cheminée, hein. C'est un plaisir. Je suis bien élevée. C'est toujours ça de prix. Je suis bien élevée. Mais voilà, on les accompagne, on est avec... Enfin, on les accompagne. Je les accompagne. Je suis avec eux et je chemine avec eux. Donc vraiment, je ne sais pas pourquoi je disais ça.
T'inquiète pas. Ah, c'est ça. Des séances individuelles, on fait aussi des séances. Je fais aussi des séances collectives à plusieurs personnes. Là, à Noël, c'était génial. J'ai eu beaucoup de demandes de familles entières, de 3 générations, de la mamie, les sœurs, les petites filles. C'était génialissime, quoi. Mais vous le faites, ces séances où? Vous avez un lieu attitré Alors non, ou j'ai pas vous de allez lieu. chez les personnes? Je vais chez les D'accord. personnes, j'ai mon petit matériel, je vais chez les personnes. Il suffit d'avoir un petit salon avec un petit espace. Et il y a pas de souci. Mais par contre, je profite de passer un petit message parce que je suis à la recherche de lieux. Donc, si vous avez un centre de bien-être... Je vais vous demander de regarder la caméra et nous dire, voilà, comment vous joindre, où vous trouver. Et qu'est-ce que vous désirez le plus? C'est ça. Qu'est-ce que tu désires le plus? Qu'est-ce que je désire le plus? En rapport avec mon atelier, bien sûr. Bien sûr. Ça va de soi. Pas dans la vie. Pas au niveau de rencontre. J'ai vu là tout à l'heure. Eh bien, si, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cet atelier de voix à moi, exploration vocale et scénique, s'autoriser à chanter est un acte d'émancipation personnelle. Si vous avez un lieu, un centre de bien-être, une école de danse, si vous avez, si au cadre, dans le sein de votre entreprise, vous avez un espace, eh bien, sachez que je fais des séances individuelles, mais aussi des séances collectives et aussi des ateliers qui peuvent durer une journée ou même un week-end en entier. Et où vous joindre? Et même un an. Et pour me joindre, c'est hyper simple. C'est un mail qui s'appelle devoixamoi@gmail.com. Vous me laissez un petit mail, vos coordonnées, et je vous rappelle, parce qu'il n'y a pas mieux que le contact humain, il n'y a pas mieux que de discuter ensemble, et que souvent, un site internet, c'est un peu impersonnel. Donc moi, je réponds. Alors écoute, Laetitia, bravo. Bravo, Ouais, merci. bravo, c'est beaucoup. magnifique. Bravo, super. Oui, ça va, j'avais peur un petit peu. Elle avait Non, peur. C'est trop marrant. Donc, Marie-Laure, tu reçois? Alors, je reçois Yannick Dimon. Alors, on ne pouvait pas faire mieux comme transition avec vous, puisqu'on va de nouveau parler de voix et de scène. Et d'autres choses bonjour. aussi. Bonjour Yannick. Vous êtes auteur, compositeur, interprète Oui, c'est depuis 30 ans, presque. ça. Ouais, 30 ans. Ouais. Vous avez démarré votre carrière en tant que chanteur et musicien. Ouais. Vous jouez de la guitare électroacoustique. Vous avez très rapidement développé une passion pour la composition. Vous êtes vraiment à fond dans la compo, c'est-à-dire que vous ne reprenez plus ou très peu peut-être de... Ça a été le cas pendant très longtemps. On a fait des reprises. Des reprises, tout à sur fait. scène, On et va- puis depuis quelques années, ce sont plus que des compositions. Ce sont que des compositions Ouais. que vous, en anglais et en français Anglais, français, italien. et italien. Donc vous avez 30 ans de carrière musicale, on l'a compris. Vous avez 3000 concerts vous faites en France et en Europe. Ouais, on a fait plus de 3000 concerts. Plus de 3000 concerts et 48 albums enregistrés. Ouais. En Ouais, physique ouais. et sur les plateformes. Oui, parce qu'il y en a sur les plateformes aussi. Voilà. Donc, Alors vous avez aussi d'autres cordes à votre guitare, si je puis dire, Ouais. mais ça on va le voir tout à l'heure. Ok. C'est Ok. la fin de l'interview. Dans quel univers musical vous vous situez on va dire rock'n'roll au sens large. Ouais, rock'n'roll années 50. Ouais, oui, c'est dans ce style-là, mais il y a quand même des influences gospel, blues, rhythm Blues. blues, country. Country. Ouais, Alors c'est vrai que moi j'ai regardé des vidéos, des concerts de vous, et c'est vrai que tout de suite j'ai retrouvé Elvis Presley, bien évidemment. Ouais, c'est des influences. Et des influences, et quand vous parlez de country ou de blues, j'ai un peu retrouvé aussi Chris Isaak, mais un peu plus... Voilà, j'ai vu un peu du Chris Isaak, Oui, mais oui, dans oui, ça votre aussi, façon d'être sur scène. D'accord. Alors, où trouvez-vous vos sources d'inspiration, enfin sur le plan musical, mais aussi sur le plan de l'écriture? Comment C'est quand même travaillez-vous très, en très, fait? très large. Hein. En fait, alors c'est vrai que oui, pour les influences musicales, c'était vraiment Elvis, effectivement. Enfin, d'abord, j'ai découvert Eddie Cochran, Fats Domino, et ensuite, je suis tombé amoureux vraiment d'Elvis et toute sa carrière, et d'autres chanteurs également, d'autres chanteurs de country, de blues. Mais j'aime aussi des chanteurs comme Gainsbourg, Renaud, Eddie Mitchell. Donc c'est quand même très 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 vaste. Et c'est vrai que souvent on a du mal à me mettre une étiquette. C'est parfois le problème parce qu'en France on aime bien mettre des étiquettes. Tout à fait. Voilà, alors moi je compose des chansons parfois très douces, des ballades. Il y a des chansons amusantes aussi, des chansons rigolotes, des chansons très rock'n'roll. Et souvent on m'a dit, par exemple des producteurs ou des maisons de disques m'ont dit non mais il faut qu'on sache si c'était rigolo ou c'était sérieux. Ou... Tu peux pas être crooner et en même temps, bah si en fait. Enfin moi en tout cas j'aime un peu tout ça. Donc, Tout voilà, à fait. c'est ça, Il faut que vous soyez sur un registre assez large finalement, parce que les sources d'inspiration, elles sont multiples. Ouais, Donc ouais, si ouais. vous limitez à un registre bien précis, mais c'est vrai qu'on
C'est rock'n'roll. Globalement, c'est quand même rock'n'roll. Alors, vous avez, comment dirais-je, donc le groupe avec lequel vous vous produisez s'appelle Gunshot. Oui, vous êtes entouré de 3 musiciens, Oui. d'un batteur, d'un bassiste et d'un guitariste qui est avec vous, on va découvrir tout à l'heure. Alors, avant de parler de la scène, vous êtes passé dans une émission Voix de... Alors, j'aime bien le dire, je vais vous expliquer pourquoi. Dans une émission qui s'appelle Voix de Star, vous étiez face à un jury composé de Michael Gregorio, Liane Folly et Véronique Dicker. Et même si vous n'avez pas gagné, j'allais dire, à la fin, il a été dit de vous plein de belles choses. Notamment, vous étiez un performeur, un showman, parce que sur scène, on va revenir sur votre prestation scénique, mais vous êtes vraiment, vous donnez à fond. On va pouvoir, Je suis passionné, en fait. Vous êtes passionné, vous avez en plus de ça une véritable signature vocale, et on va mieux le comprendre tout à l'heure, en quoi cette signature vocale vous a permis de découvrir un autre monde. Quel est votre rapport à la scène ? Comment vous jouez, c'est surtout les week-ends que vous êtes en concert ? Un peu plus les week-ends, mais ça peut être n'importe quand. N'importe quand. Mais un peu plus les week-ends. Mais mon rapport à la scène, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, là, quand tu disais parfois quand on chante, on se répare, ou on se libère. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, les artistes en général. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'exulter, c'est ça. Je pense qu'on a tous un peu ce côté-là, quoi. On a besoin de. Mais ça a toujours existé finalement, de naissance de tout temps. Oui, bien sûr. Ça a toujours existé, la libération, la joie, les pleurs, l'avertissement, ça a toujours existé. La communication avec les gens, souvent ce sont des gens qui sont assez... Les artistes sont souvent des gens qui sont assez timides dans la vie et qui paraissent comme ça, parfois exubérants sur scène, mais c'est souvent qu'une façade. Oui, tout à fait. Ils ont besoin de sortir ce qu'ils ont en eux. Sortir ce qu'ils ont en eux. Au niveau concert, est-ce que vous avez des orientations différentes de ce que vous faisiez avant, ou est-ce que vous restez... Vous avez des... Non, ça reste un petit peu dans le même style. Il faut dire que le monde de la musique a pris un petit coup dans la gueule quand même. Donc depuis le Covid, ça a un peu morflé quand même. Donc il y a beaucoup moins de lieux de concert, il y a beaucoup moins de gens qui sortent voir des spectacles et des concerts. Donc c'est un milieu qui a un petit peu morflé, quoi. On a créé la peur aussi. Comment ? On a créé la peur aussi. Oui, c'est vrai. Bien entendu. Tout à fait. Et donc, je reviens sur votre signature vocale. Cette signature vocale, elle vous a fait aller vers... vous avez été happé, on va dire, par un autre milieu, un autre monde, celui de la télévision et du cinéma. Exact, oui. Puisque cette signature vocale, je pense, y est pour beaucoup, quand même. D'après ce qu'on me dit, oui, j'ai l'impression. Et donc, vous êtes acteur et comédien voix off. Vous faites à la fois des doublages ça peut être des dessins animés, ça peut être vous êtes des fois pour la voix off, vous faites des documentaires animaliers, j'ai vu. Ça peut être documentaire, oui, ça peut être plein de choses, des publicités. Des publicités également, et surtout, je vous ai vu dans une série télé qui est passée l'année dernière sur France 2, qui s'intitulait Pétain du héros au collabo. Vous jouiez le rôle de Charles de Gaulle, c'est ça. Ce qui n'est pas rien tout de même. Mais vous avez tout à fait pas du tout. Je trouve qu'il a le format, tout à fait le physique pour jouer Charles de Gaulle. Et oui, ça a marché. Voilà, tout à fait. À ma grande surprise. Et non, mais même votre phrasé, tout était calé. Tout à fait, incroyable. Vous avez aussi joué dans une série sur Canal+, qui s'appelle French Connection. Oui, là je faisais un chanteur trafiquant de drogue. Voilà. Tout à fait. Un personnage qui a vraiment existé dans les années 70. Oh, d'accord. Maintenant, il en existe plusieurs là maintenant. Et vous avez 100 tournages à peu près à votre actif ? Oui, même plus que ça. Plus que ça, plus de 300 maintenant, mais après, pas en ce qui concerne les rôles télé, parce que j'ai fait beaucoup de courts-métrages, beaucoup de choses comme ça. D'accord. Et puis après, j'ai eu une dizaine de rôles télé, dans des séries, des docu-fictions, effectivement. Donc c'est extraordinaire. Et comment faites-vous pour vous faire connaître ? Vous passez par... Moi, j'ai fait un petit peu comme tout le monde. En fait, j'ai débuté dans ce métier-là, donc j'ai vu comment ça fonctionnait. En fait, je suis allé faire une figuration un jour, tout simplement. On m'a dit, va faire une figuration. Je me suis dit, mais quel intérêt ? Je vois pas trop. J'y suis allé. Et en fait, j'ai adoré de voir comment ça se passait, l'ambiance, le milieu, voir comment les gens tournaient, etc., sur les plateaux, comment ça se faisait. Donc après, je me suis dit quand même, j'ai vraiment envie de faire ça, parce que j'ai toujours eu envie de faire ça. D'accord. Mais j'en avais pas le temps, puisque je faisais presque 200 concerts par an.
Et là, étant donné que je faisais un peu moins de concerts, c'était le moment. Donc, je me suis mis à faire à postuler en tant qu'acteur dans des courts-métrages pour voir si j'étais capable de le faire ou pas, parce que, bon... Oui. Ça, il y a une forme d'interprétation, il faut quand même habiter le personnage. J'avais pas de formation du tout. Même si j'ai fait beaucoup de scènes, mais j'avais pas du tout de formation en tant que comédien. Donc, j'avais pas cette prétention. Et puis bon, j'ai réussi à faire pas mal de courts-métrages, ce qui m'a permis d'avoir des images et ensuite de pouvoir postuler. Et de l'expérience, un peu d'expérience pour pouvoir... Et de pouvoir contacter les directeurs de casting et pour essayer de postuler. Puis voilà, j'ai passé pas mal de castings et j'en ai réussi certains. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est les doublages de dessins animés, notamment, c'est pas simple. C'est un métier à part entière, je trouve. C'est facile maintenant. Ouais. Le doublage, il faut rentrer dans le milieu. C'est très fermé. C'est très fermé. C'est fermé. Mais la boîte a fermé. Il y en a beaucoup qui ferment avec malheureusement l'intelligence artificielle. Mais c'était génial. C'est vrai. Non, là, avec l'intelligence artificielle. On est sur la fin. La voix off, le doublage. Oui, c'est vrai. Il va y avoir beaucoup de chômage. Oui, exactement. Et est-ce que vous avez... Merci pour la positivité. Non, mais c'est vrai. Merci de m'avoir encouragé. Mais c'est vrai, mais je peux... bien sûr. Attends, on peut rebondir sur autre chose. Non, mais exactement. Tu as 1000 facettes. Oui, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se diversifier. Tout à fait. Absolument, paranoïaque. Donc aussi. voilà, alors tu t'en fiches, tu retomberas sur tes... Oui. jambes. Alors, on va revenir sur votre actualité rapidement. Est-ce que vous avez des nouveaux projets d'album, un nouveau projet d'album, d'écriture on a commencé à enregistrer un album, effectivement. On attend un petit peu pour le sortir, mais en effet, il y a un nouvel album qui va. Et quel est le titre? De combien de titres? Ah, pardon. Je pense qu'on va faire un peu plus calme cette fois-ci, une douzaine. Douzaine. Mais c'est assez parce que les gens n'écoutent pas les 12 titres. Ça suffit, il y en a marre. Non. Moi, il vaut mieux faire 2 titres de 6. Oui. Que 12 titres, parce que personne n'écoute les 12 titres. Et aujourd'hui, c'est ça un petit peu le problème. Les gens ont besoin de voir les coups rapidement. Donc, je présume que vous avez aussi des concerts en vue, mais plus tard. Oui. D'accord. Oui. Toujours en France et à l'étranger aussi. Tous les week-ends, pratiquement. Tous les week-ends, vous êtes partout en France. Oui, partout en France, à l'étranger, parfois en Italie. Oui. D'accord. Et au niveau de la télé, du cinéma, vous avez des choses pas mal qui de vont choses, arriver. Oui. Un docu-fiction qui s'appelle La bataille d'Alger, dans lequel je joue le général Massu. Encore des grands personnages de l'histoire. Alors, c'est ça qui est assez amusant, si je peux juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. C'est très rigolo parce que dans le milieu de la musique, moi, je fais énormément le con sur scène. Voilà, j'arrête pas de déconner, etc. Les gens qui me suivent le savent depuis longtemps. Et dès que je suis arrivé dans le milieu du cinéma, les premiers castings, je me suis aperçu que tout de suite, on me proposait uniquement des rôles de salopards, de gangsters, de mafieux. Mais la voix s'y prête, je sais pas. Carrure. Je trouve que la voix s'y prête. Je m'y attendais pas du tout, en fait. Il a une voix quand même. À chaque fois, c'est ça, quand c'est pas des violeurs, des tueurs en série. Ouais, mais la voix s'y prête. Peu importe. Le principal, c'est de jouer. Exactement. Au début, je l'ai pas très bien pris. Ça m'a pas tellement fait plaisir. Ouais, et il y a plein de comédiens qui m'ont dit, mais te plains pas, c'est super. Tout le monde a envie de jouer des méchants. Jouer le général de Gaulle. Oui, puis il en faut des méchants. Jouer le général de Gaulle ou jouer Massu, c'est quand même pas rien. Ce sont des grands personnages. Donc vous allez, on va avoir la chance de vous écouter, accompagné de votre guitariste soliste qui s'appelle Benoît. Donc on va pouvoir bien voir vos talents de chanteur et de musicien. Et regardez la caméra, dites-nous, on peut vous trouver sur YouTube, je présume. Alors, on est et votre site. On a une page Facebook, Gunshot, bien entendu. On est sur Instagram, et on est un peu partout. On a tous nos albums sur un site qui s'appelle Bandcamp aussi. Voilà. Et le nom du groupe, c'est Gunshot, Gunshot. Voilà. Il y a également une page Facebook, une page Instagram sous mon nom, Yannick Dimon. Alors, donc, à bientôt. Au plaisir de te recevoir. Ça fait un peu peur. C'est super. Bientôt. J'ai un petit peu peur. Merci. À bientôt. Merci Yannick. Merci. Yannick, tu restes avec nous. Oui. Et au plaisir de te recevoir à nouveau ici chez Love System. Merci. Coming home, it won't be long. You never walk alone. Two love travels on a rubber road. Well, could we go but to the wall? Anything that's
part of you. They will remind me too much of you. I'm leaving, but believe me, listen to me. Oh, baby, please, let's talk about a good time. Please, tonight. If you love me, let me know. Until it's time for me to go. I've got a thing about you, baby, believe me. Listen to me. Going home, I'm coming home. Fools fall in love when I won't stand alone. Two love travels on a gravel road. Well, can we go back to the wall? Lady fingers, part of you. They remind me too much of you. I'm leaving, but believe me, listen to me. Oh, baby, please, I'm a long, long way from home. Please, come on. And if you love me, let me know. Until it's time for me to go. I've got to think about you, baby, believe me. Listen to me. I got a thing about you, baby, believe me, listen to me. I always got a thing about you, believe me, listen to me. Oh, a thing about it, I'm leaving, listen to me. Merci, merci, merci. Leurs copains. Oui, je ne suis pas aussi con que j'en ai l'air. J'arrive à danser sans renverser ma bière. Que tu sois parisien, lyonnais ou bien picard, que tu sois alsacien, dijonnais ou savoyard. Du soir au matin et du matin jusqu'au soir, chante ce refrain et resserre-toi à boire. Je suis rocab, j'aime le rockabilly. 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 Le funk et le disco, j'en ai rien à faire. Le rap et la techno, on a rien à boire. Le hard et le mambo, c'est pas mon affaire. Le trash et le passo, vraiment c'est la galère. Le blues et la country, c'est carrément pépère. Et le rockabilly, c'est vraiment ça que je préfère. Je suis rocab, j'aime le rockabilly. 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 Je suis rocab, ouais. Je suis rocab, ouais. Je suis rocab. Ah ouais. Je ne suis pas aussi con que j'en ai l'air. J'arrive à danser sans renverser ma bière. Tu sois parisien, lyonnais ou bien picard, que tu sois alsacien, dijonnais ou savoyard. Du soir au matin et du matin jusqu'au soir, chante ce refrain sans t'arrêter de boire. Je suis rocab, j'aime le rockabilly. 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 Je suis rocab, j'aime le rockabilly.
Je suis rocable, j'aime le rockabilly, ouais. Je suis rocable, j'aime le rockabilly. 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 Je suis rocable, j'aime le rockabilly, oui. Je suis rocable, j'aime le rockabilly. 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 On le saura. Moi, j'ai le plaisir de recevoir un duo. Je ne sais pas si je vais encore écorcher votre nom, mais je vais tenter de le dire. Vas-y, on va t'aider. Vas-y. Alors, je reçois Dub, Wizard of Flaws. C'est ça. C'est ça. Et Dub Wizard, il est là, et Flo est là. Voilà, exactement. Donc, tout à l'heure, vous allez nous faire un live. Oui. Hein, donc, je voudrais d'abord parler de votre univers qui semble venir d'ailleurs. Et qui est le magicien d'Oz dans votre histoire commune? Vas-y, je t'en prie. Du coup, quand j'étais petite fille, j'ai regardé Le Magicien d'Oz et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ça m'a un peu marqué et j'ai toujours cherché mon magicien. Et je crois que je l'ai trouvé. et voilà. Et donc, du coup, c'était quoi la question? Je sais plus. Qui est le magicien Qui est le d'Oz? Qui est le magicien d'Oz? Il est là. d'Oz. Enfin, en tout cas, moi, mon magicien de Flaws, il est là. En tout cas, Il fait un voilà. bisou, puis c'est lui. C'est lui. Et en même temps, vous jouez plusieurs instruments ensemble. Toi, tu chantes particulièrement, je crois. Oui, je chante. Ouais. Et comment cette rencontre s'est-elle faite pour vous deux? Ça s'est fait, comme beaucoup de rencontres, par hasard. on s'est rencontrés dans une jam session où il y avait de la musique qui se jouait et voilà, la connexion s'est faite. Mais j'ai envie de dire, ça c'est le côté réel de l'affaire, alors que en fait nous, ce qu'on aimerait développer, c'est plutôt, comme tu disais, un univers, quelque chose de plus onirique, de plus irréel. Irréel, c'est sympa ça. C'est vraiment, j'aime bien moi. Qu'est-ce qui a transformé justement votre rencontre et votre duo? Je pense que c'est l'amour. L'amour, la passion, l'amour de la vie, Ouais. l'amour de la musique. Voilà. Et Ouais. voilà, exactement. Déjà, l'amour passe pas que l'amour entre nous, Non, mais en aussi fait, l'amour quand vous avez commencé le L'amour duo, universel, la passion l'amour, qu'on a pour la musique. Et finalement, avant d'avoir commencé le duo, vous avez commencé un duo intime. Oui. Oui, mais comme on est tous les deux bah oui. musiciens, enfin, et Exactement. voilà, donc du coup. Non, mais vous avez commencé autrement d'abord. On a commencé comme beaucoup. Oui, avouez la comme beaucoup. Ah bah oui, complètement. J'assume. Alors, depuis combien d'années vous inspirez les spectateurs à travers le monde? Chacun de notre côté, depuis pas mal d'années, depuis presque 30 ans. Après, le projet de Dub Wizard, c'est quelque chose qui est un peu plus récent, qui est un peu plus jeune, mais Oui. comment dire, c'est quelque chose que c'est un projet, c'est notre bébé, si on veut dire, parce que c'est vraiment nos compositions. Oui. Alors que jusqu'ici, bon, on faisait, de l'accompagnement d'artistes, on va dire, Voilà. donc on ne chantait pas, on ne Ça produisait prenait pas. un rayon puisque Voilà. tu es fier aujourd'hui de tout construire. Oui, tout à fait. Hein? C'est ça. Donc oui, c'est ça c'est ce qu'on voudrait un petit peu mettre en avant dans ce. Mais vous allez le mettre en avant. dans ce projet, voilà, avec plaisir. On ne voudrait pas, vous allez. Vous jamais dit je voudrais.
Je vais. Ok, c'est ce On qu'on va. va. Je vais. Je voudrais aussi savoir, votre musique ne se contente pas de s'écouter seulement, elle se ressent. Est-ce une intuition partagée à la création? Complètement. Complètement. C'est-à-dire que moi déjà, bon, c'est plus moi qui compose et c'est plus Floz qui chante. Donc moi déjà, quand je compose un morceau, ça part d'une émotion. Que j'essaye de transmettre à travers la musique que je crée. Alors des fois je vais transmettre une émotion et puis quand elle l'écoute, ça lui parle complètement C'est bien, différemment. oui, c'est ça. Vous êtes vraiment unis de la Mais, création. Ah oui, mais oui. c'est pas Bon, des fois, ça m'emporte. Lequel des deux joue là, Térémine? Le Térémine. C'est moi qui joue C'est du toi Térémine. Ouais, ouais. Ouais. Entre autres, puisque on je joue n'entend aussi pas Entre souvent autres, parler de la autres. Térémine. Entre autres. On n'entend pas souvent parler de la En effet. Térémine. Voilà. Hein? Ouais, c'est un instrument qu'on Oui, voit c'est pas un souvent. instrument un peu particulier, puisque c'est avec des ondes. Donc du coup, mais c'est un très vieil instrument en fait. Oui, qui Et, date de, je sais pas. De 1900, début 1900, ouais, de Léon Térémine. Mais c'est vrai que c'est un instrument souvent qu'on utilise dans l'électro ou dans la musique un peu quand même électronique. Donc nous, c'est du dub, donc du coup, c'est un peu électronique. Mais voilà. Mais après, il y a d'autres instruments aussi. Il peut y avoir, je sais pas, du mélodica, Oui, c'est pour ça que du je ne m'attarde kazoo. pas, mais je m'attarde du- sur le nom parce que pas beaucoup de personnes le connaissent. Oui, c'est Donc vrai. c'est pour ça que je m'attarde sur ce Ça fait un nom. côté Ouais. étrange, quoi. Il y a un côté Pas aussi beaucoup un de peu personnes étrange, connaissent, quoi. oui, mais c'est vrai que c'est un son quand même que dès qu'on l'entend, Particulier. on se dit ah ouais, mais je connais ce son-là. Ouais. Voilà, c'est Oui, ça. parce que c'était utilisé dans les Ouais, films, ouais. dans les oui, vieux c'est ça, films. Exactement. Ouais. Et alors maintenant, vous allez nous faire un live tout à l'heure. Avec plaisir, Et, ouais. et je voudrais savoir, quand vous composez ensemble, est-ce une... Bon, c'est une entente déjà immédiate ensemble, en Oui. duo, mais est-ce qu'il y a des pulsions? Attention, j'ai pas de mots, j'ai pas un mot quand même, je vais pas Ah, des dire un pulsions, autre il mot. peut y avoir. Attention, ça dévie. Non, ça ne dévira pas. Mais des pulsions, une pulsion, ça veut tout dire. Hein. Est-ce que vous avez des pulsions lorsque vous êtes en train de jouer La et vous- synchronisation, On je a pense que des c'est pulsions ça. créatrices, oui. Ah oui, des pulsions créatives. complètement. Oui, complètement, oui, bien sûr, bien Oui, sûr. des fois, Moi, je me dis, mais euh, ça doit parler de ça, c'est ça. Il faut que j'écrive un texte là-dessus. Exactement. Il faut que je trouve une mélodie comme ça. Oui, bien Oui, sûr. il y en a quand Ouais, même, même si vous êtes plus sur la composition, et vous sur. Il y a quand Enfin, même. moi aussi, un peu quand même sur la oui. compo Chacun aussi. partage ses plus, ouais. sources d'inspiration. Oui, ses- bien sûr, ouais. et c'est ressenti. Tout à fait. Je pense que c'est important que les deux soient. Et notre Exactement. background aussi, enfin voilà, tout ce qu'on a fait avant. Et le maquillage, c'est plutôt votre identité ou ça change en fonction de la scène ou c'est vraiment. Alors en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que chaque morceau, ça soit qu'il y ait un tableau, quoi, sur D'accord. chaque morceau. Mais bon, Ok. dans l'idéal. Ça, c'est Donc, compliqué à Du coup, mettre en On place. utilise aussi les lumières noires. Donc du coup, là, il y a un maquillage, mais il y a un autre maquillage en dessous. Enfin, normalement, D'accord. si j'ai pas tout enlevé. C'est ça. Et voilà. Et après, pourquoi donc je suis en vert parce que du coup, ça vient du magicien d'Oz de la sorcière de l'Ouest, qui était une vilaine sorcière, avec les chaussures rubis que j'ai aussi, les chaussures rubis. Ah, on aurait pu les amener, tiens, les Ah oui, chaussures d'ailleurs, publiques. ouais. Vraiment. J'ai Et pris elles seront le petit sur la papier. scène. Oui, c'est vrai. Elles seront sur la scène tout à l'heure. Et du coup, les chaussures rubis qui portent bonheur, en tout cas à celui qui les porte et qui exauce Qui exauce tous ses vœux. tous ses vœux. Quelle chance. Et voilà. Quelle Et donc chance. du coup, il y a moitié, il y a un côté pourquoi moitié du verre pour justement parce que on est plein de personnages dans la vie en règle générale. On a tous des zones d'ombre aussi. Et pas que des zones hyper joyeuses, tout ça, mais quand même beaucoup. Mais le manque Et- d'inspiration de Magicien d'Oz, c'est juste par rapport à la décoration, c'est par Ah, rapport aussi non. à vos chants, parce que j'arrive pas à... Ah ouais, non. À Donc faire du le coup, ce lien. serait plus par rapport Oui. à la décoration, D'accord. mais de plus en plus, en fait, je sais pas si vous connaissez l'histoire. Donc c'est une petite jeune fille complètement les yeux tout brillants et qui arrive et qui rencontre plein de personnages. Et en fait, c'est notre vie à tous. En fait, on rencontre des gens. Donc, du coup, ça va être dans les morceaux. Ça va être écrit dans les morceaux, puisqu'on va parler de plein de choses différentes. On va parler de choses d'amour. On va parler de un peu. Bon, je sais qu'on parle pas de politique, mais je veux dire de choses un peu engagées. En tout cas, nous, ce qui nous tient à cœur de parler. Et voilà. Et donc, du coup, c'est comme peut-être le Dub Wizard
Off-Lows, c'est peut-être comme un espèce de conte, mais quand même où on peut danser, ça peut être festif, ça peut être, on peut amener à faire réfléchir sur certains textes et un peu loufoque quand même aussi, un peu de la folie, voilà. Alors, je crois qu'on va découvrir les personnages. Et donc, quel message vous auriez à donner aux personnes qui vous écoutent là? Un message, ça serait en fait chaque morceau transmet une émotion, donc ça serait peut-être que les gens s'écoutent, que les gens s'écoutent eux-mêmes et puis s'écoutent aussi les uns les autres et puis donc du coup écarquiller les oreilles comme tu dis. Écarquiller les oreilles, ouais. Est-ce que c'est beau? Et Est-ce que c'est beau? dépenser tout notre amour. Bravo. Et restons curieux. Donc, avant que vous regardiez la caméra, je vous ai fait un petit poème pour vous deux. On a hâte d'entendre ça. Du Wizard of Loz. Vous êtes des passeurs de vibrations. Le magicien d'Oz, pour vous, n'est pas un personnage, c'est une traversée. Il n'est là où la matière s'efface, pour laisser place à la vibration pure. Alchimiste du son, il se façonne dans la fréquence, les fréquences, les silences ténus, les résonances profondes que vous convoquez. Dans votre histoire commune, il incarne ce qui échappe au cadre, l'instinct, la magie brute, cette part invisible qui guide la main avant même que la pensée ne s'en mêle. Vous ne montrez pas, vous invoquez. Avec vous, le dub devient rituel. Le concert devient passage. Et le public, témoin d'un ailleurs qui s'ouvre, le temps d'un passage, d'un battement partagé. C'est super beau. En plus, ça reflète très bien notre travail et ce qu'on a envie de transmettre. Vous demander, il est pour vous uniquement. Hein. Merci. Wow. Je vais vous demander de regarder la caméra. Ouais. Je vais vous elle est jaloux. Ils sont jaloux là. Nous, on a pas de poème alors. Rien du tout. Vous regardez la caméra, vous dites comment on fait pour vous joindre. Hein. Alors du coup, sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok nouvellement. Sur TikTok. Donc c'est un nouveau projet, donc il n'y a pas énormément de choses encore, mais on va alimenter. Oui, tout à fait. Et comme c'est un peu compliqué à dire, on voulait écrire. Ouais, voilà, on s'est dit, il vaut mieux écrire. C'est très bien. Voilà, donc c'est à la main, c'est un peu, de toute manière, c'est aussi... Dub Wizard of Loz, c'est du dub, donc du dub un peu reggae, avec de la musique un peu du monde. Maintenant, nous allons vous voir jouer. Ouais. Eh ben, avec plaisir. Allons-y. Your hazel eyes are closed, you sleep so deep. You light me up, your love is real sweet. I see the silent calm and true, watching over my king of blue.
Sé que tú doy nada. Yo que sé, te excitan en la. Yo que sé que tú doy nada. Le temps tourne en rond. Kyoto pulse dehors. Neuf mètres carrés derrière la vitre, la rivière Kamo coule. Écran bleu. 9 mètres carrés, le cœur en mode avion. Chaque rencontre fait l'effet d'une collision. Oh
Charnel, ma chérie, tu reçois un nouvel invité qui s'appelle Patrick Misset. Alors, donc, mon invité, bien sûr, est un écrivain et il va nous plonger dans son univers, puisque Patrick a déjà écrit 4 livres. Alors, Patrick, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Patrick Miss, je suis ophtalmo de formation. J'ai toujours une passion pour l'écriture. En fait, j'écris quand j'ai des émotions à partager et quand j'ai envie d'apporter quelque chose à quelqu'un. Quand je me suis mis à écrire après des livres plus longs, ça a été en fait pour partager des émotions, mais aussi apporter quelque chose. Pour moi, écrire, c'est amener le lecteur comme s'il partait en bateau et qu'il découvrait un autre univers, un nouvel univers. Voilà. D'accord. Mais est-ce que généralement, les thèmes que vous abordez dans vos livres, vous écrivez surtout pour vous, pour les autres, ou pour transmettre quelque chose, une émotion ? Pour les autres. J'écris pour les autres, pour leur amener quelque chose. Et quels sont les thèmes que vous abordez ou... Le premier livre que j'ai écrit, que j'ai tenu à publier, parce que j'avais écrit d'autres avant, c'est Les Parias d'Aubenas, collégien pays. Alors, Parias, parce que c'est les enfants qui sont rejetés. D'Aubenas, parce que c'était un des 3 collèges enfants qui s'occupaient de ces enfants. d'IHPI, surdoués, précoces, qu'importe. Ces enfants en grande souffrance, pour ceux qui étaient dans ce collège. Mon fils y a été. Et donc, je suis devenu ami avec le professeur Francis Tombauer, qui avait créé ce cycle, qui était un monsieur extraordinairement dévoué à ses élèves. Et j'ai lancé un appel du 18 juin à ses élèves en leur disant, je vais créer un roman pour que ce soit agréable à lire, parce qu'il y a plein de bouquins techniques sur les HPI, mais il n'y a pas de roman. Et à ce moment-là, pendant 1 an et demi, tous les mois, je postais un chapitre. Et tous les mois, les enfants me répondaient, les profs me répondaient, les parents me répondaient. Et on a fait une communauté vraiment d'écriture qui était extraordinaire. Bon, en général, quand je postais mon chapitre, ils me répondaient « Patrick, t'as rien compris ». Et donc, je réécrivais tout avec Francis. Et ça a été vraiment une période d'échange extraordinaire avec ces enfants. Et donc, c'est vraiment, là, c'est un recueil d'histoires réelles. Oui, mais après, ça a été romancé. Mais tout ce qui est précocité réelle, oui. C'est plein d'anecdotes et d'histoires qui sont vraiment arrivées. Et c'est pour expliquer comment ces enfants qui étaient des parias au départ arrivent à s'en sortir, arrivent à quitter leur souffrance et à être heureux de vivre. Ce qu'on demande à tous les enfants, comme tous les enfants, d'être reconnus et aimés pour s'épanouir. C'est le but de ce livre. Et ça a aidé beaucoup de personnes. C'était mon premier livre. Il est gros, hein ? Combien il fait de pages ? 460 à peu près. Oui, c'est quoi 12 sur 20. Je ne sais plus les formats. C'est un format comme ça. Ah, c'est pas 12, c'est 10. Pardon ? C'est 10, je crois. 10 sur 20. Ça fait 17, donc ça doit faire 20. Et ça fait 12 ou 13 ou 14. Donc vous vous êtes fait la main sur ce premier roman, en fait, entre guillemets, si c'est peut-être pas très beau de dire ça, mais vous êtes rentré dans l'écriture. Alors, non, pas du tout. J'écris depuis tout petit. D'accord. Et en général, je racontais des anecdotes avec les camarades, je les faisais rire, parce que moi j'aime bien. Je vous prenais une petite scène de la vie quotidienne, mais qui vous a marqué. Et dessus, vous écrivez, ça fait rire les gens, ça leur plaît, c'est agréable, voilà. Donc là, j'avais écrit plein de choses comme ça. Et puis là, j'ai tenu à publier ce roman parce que les enfants m'y ont poussé. Et donc, j'ai tenu à le publier. Et pour eux, ça a été une expérience extraordinaire, hein, je crois. On doit être à 900, et donc, avant de passer au second roman, pour résumer, on va dire, ce premier roman, c'est d'expliquer un peu la vie des enfants HPI. Voilà, la vie. Il y en a qui vivent très bien, mais il y en a d'autres qui sont en grande souffrance. Ils ont beaucoup de mal à s'adapter. Et le but, je me suis aperçu dans l'ensemble de mes livres, c'est de faire découvrir des mondes différents et des gens différents. Et d'essayer que les gens s'adaptent à ces gens différents, apprennent à les connaître et, si possible, à les aimer, parce que c'est le but, c'est des gens différents. D'accord. Et c'est vraiment des expériences chaque fois différentes. Voilà. D'accord, on peut passer au second livre. Alors le second livre, en fait, ça a été Cyrano. Alors Cyrano, c'est typiquement un surdoué, parce que c'est quelqu'un qui a inventé la maison roulante, qui a écrit des livres d'astronomie, qui a écrit des livres scientifiques des premiers livres scientifiques, qui a écrit des pièces de théâtre, qui a inventé le microphone. Enfin, il a inventé des tas de choses. Donc c'est un surdoué typique, mais à peine vous l'effleurez, il vous donne un coup d'épée. Et donc, en fait, c'est l'hypersensibilité de ces gens qui sont HPI qui est terrible, parce que ça les empêche de vivre. Je
pourrais vous raconter des tas d'anecdotes, mais là, que j'ai reçues, mais là, on n'a pas le temps. Est-ce que votre fils vous inspire dans on va dire la rédaction de vos livres, puisque il y a déjà entre le premier et le deuxième livre, il y a la notion de surdoué, d'HPI qui revient énormément. Est-ce que c'est parce que vous avez vous-même vécu une situation compliquée avec votre fils ? Mon fils m'a inspiré, mais il est, si vous voulez, un témoignage parmi une vingtaine de témoignages. Lui n'a pas voulu témoigner. Lui n'a pas voulu lire le livre. C'est trop dur pour lui. Trop de sensibilité. Et il a voulu me faire plaisir il y a 2-3 ans. Il a dit, je vais te le traduire en anglais et on va l'envoyer à des éditeurs anglais. Donc, il a commencé à le faire et c'était trop dur. Trop d'hypersensibilité, trop d'émotions. Submergé par l'émotion. C'était son histoire en même temps, donc plus ou moins. Son histoire, mais romancée, mais il y a une vingtaine de témoignages et chacun est différent. Il y a un surdoué qui me disait, on est comme des feux d'artifice, vous voyez. On part tous dans le ciel comme des fusées, mais on est tous différents. Et il y en a qui sont très sociables, d'autres qui sont très renfermés. Il y a vraiment toutes les variétés, comme dans toutes les sociétés. C'est très variable. Donc c'est qu'un témoignage parmi 20. Vous voyez, c'est pas... Alors, J'ai une question avant de développer un peu plus dans les livres. Comment vous avez fait, vous, pour découvrir que votre fils était HPI ? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup des parents, que ce soit à l'école, qui disent finalement, mon enfant est HPI ou est sûrement HPI. Tout à fait. Et quel est le parcours que vous avez eu ? C'est assez terrible, mon parcours. Parce que, en fait, mon fils était mal en classe. Très mal. Très mal, c'était comme un paria. C'est-à-dire qu'il était dans la cour, il était rejeté. Il était seul dans son coin avec ses livres. Ses cheveux devant les yeux en camouflage, et des livres comme ça où il lisait, parce qu'il adorait lire. Et on ne savait pas ce qu'il avait. Et un jour, il y a une maman qui nous a dit, mais votre fils, il doit être, à l'époque, on disait surdoué. Et donc, on l'a fait tester, parce que du coup, il était allé voir un psychologue, un psychiatre. Alors, les psychologues, les psychiatres, ils vous disent... Oh ben vous savez, chez l'enfant, les pathologies ne sont pas fixées, ça va être réglé en 3 séances. Non, ça s'aggravait. Et puis, après, c'est la faute à la mère. C'est toujours la faute à la mère quand un enfant ne va pas bien. Et après, c'était la faute à la mère et au père. Et après, bon bref, on s'en sortait pas. Et c'est cette maman qui nous a dit, mais votre fils doit être surdoué. On nous dit, il n'est pas surdoué. Il fait rien à la maison, on fait trop, il écrit comme un cochon. Il a rien de surdoué. Mais on l'a fait tester et effectivement, on a trouvé qu'il était HPI avec un haut potentiel. Mais ça a été pour nous une découverte. Et alors, j'ai redécouvert mon fils dans les livres de Madame Sophie Cotte et de Madame Siode Fachin, qui ont écrit d'ailleurs la préface et des commentaires sur ce livre. Et c'est dans les livres que j'ai découvert mon fils. Je connaissais pas mon fils. Par exemple, je lui disais ne fais pas 3 choses à la fois. Eh ben si, eux ils ont besoin de faire 3 choses à la fois. Vous voyez, je l'ai empêché, j'avais tort et comme ça c'est dans les livres que j'ai découvert mon fils. D'accord. Grâce à cette maman. Ok, génial. Du coup on pourra parler du 3e livre. Oui, donc du coup, alors Cyrano, donc je vous ai dit, c'est vraiment un surdoué typique, mais il revient au XXIe siècle. Et en fait, c'est comme si Quitté, c'était un hommage à Edmond Rostand. Et donc, je l'ai écrit en alexandrin pour une version théâtre, et ensuite en roman, parce que mon éditeur m'a dit, moi, je te le publie que si tu me fais une version roman, parce qu'on n'arrive pas à vendre du théâtre. Donc, c'est plus accessible. Voilà. Et effectivement, il avait raison, parce qu'on vend beaucoup plus de romans que de théâtre. Et donc, Cyrano, il arrive au XXIe siècle, comme s'il sortait, il a toujours son bandeau sur la tête, comme quand il a pris son coup avant de mourir avec Roxane. Et puis il est là, il ne sait pas où il est. Et puis il va découvrir le XXIe siècle. Mais tout a changé. S'il tombe sur un rappeur qui rappe bien à Paris, peut-être dans son ancien studio où il habitait au XVIIe siècle. Et comme ça, il va chercher Roxane. Mais tout a changé. Alors il y a beaucoup de quiproquos, de gags, c'est très jouissif, très amusant, jusqu'à ce qu'il retrouve Roxane. Alors il arrive... il garde ses valeurs du XVIIe siècle, mais les valeurs du XXIe siècle sont complètement différentes. D'accord, et du coup, le 3e livre, c'est ça parle des valeurs du XXIe siècle ? Alors, le 3e livre, je pense que c'est celui-là, Drôle de zèbre en Amazonie. D'accord. Donc, Drôle de zèbre en Amazonie, c'est vous partez en voyage en Amazonie. Vous allez découvrir l'Amazonie, vous allez découvrir une tribu non contactée. Donc, des gens qui n'ont jamais eu de contact avec la civilisation. Donc là, c'est pareil, c'est complètement découvrir des gens complètement différents, un autre monde.
et vous allez vivre dans cet autre monde. Vous allez découvrir cet autre monde. Et en fait, c'est 2 jeunes femmes qui partent en Amazonie avec un petit enfant, parce que c'est comme une enquête un petit peu policière, qui vont chercher l'amoureux d'une des 2 jeunes femmes qui a disparu en Amazonie. C'est un peu une enquête policière, mais le but, c'est toujours de confronter 2 mondes. Et ces 2 jeunes femmes se sentent différentes, mais elles ne savent pas pourquoi. Et donc, il va y avoir un parcours initiatique jusqu'à la fin du livre où elles vont se découvrir, où l'enfant va se découvrir. Et on va voir comment vit cette tribu en Amazonie. Et... Ok, donc on va garder le suspense et on va dire peut-être quelques phrases pour le 4e livre. Le 4e livre, ça s'appelle Mission Cap-Vert. Ça, c'est des missions humanitaires que j'ai faites au Cap-Vert. Donc là, vous partez en voyage au Cap-Vert. Après l'Amazonie, et au Cap-Vert, l'association avec laquelle j'y suis allé au Cap-Vert s'appelle Échange France-Cap-Vert. Et j'ai recueilli le témoignage d'une 30aine de personnes qui ont fait ces missions en 1990 et 2020, avec des collégiens qui étaient de la Grande Motte, Béziers 7. Et c'est extraordinaire, parce que moi, je pensais tout connaître sur ces missions. J'en ai fait plusieurs en tant qu'ophtalmo. Mais en fait, chaque témoignage, c'est une aventure humaine, une aventure touchante humaine. À partir de là, j'ai romancé pour que ce soit agréable à lire. Et vous découvrez tout ce qu'on a fait au Cap-Vert. Et les Cap-Verdiens, ça s'appelle vraiment Échange France-Cap-Vert. Parce que les Cap-Verdiens nous apportent beaucoup dans leur philosophie de vie qui est extraordinaire. Et j'ai vu des gens qui arrivaient au Cap-Vert complètement stressés par leur vie occidentale et qui repartaient du Cap-Vert charmés par le Cap-Vert et par la philosophie capverdienne qui fait que c'est des gens qui n'ont rien. Moi, je dis, ils vivent sur le fil de leur vie, mais sans avoir rien, ils vous apportent tout. D'accord. Alors, je vais vous demander de regarder la caméra et nous dire effectivement où on peut trouver vos 4 livres. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres et alors, aussi comment on peut faire pour vous joindre si on a... Alors moi j'ai un site Facebook. Vous pouvez taper Patrick Miss puis vous tombez sur mon site. Je fais pas de publicité particulière pour mes livres. Alors actuellement j'ai 3 livres qui sont en train d'être repris par mon nouvel éditeur parce que mon premier éditeur malheureusement est décédé. Donc il est en train de reprendre mes livres. C'est donc édition du Cap Béar à Perpignan. Donc vous pouvez aller sur le site du Cap Béar et normalement on peut les commander après en librairie. Voilà. D'accord. Merci. Merci à vous. Très intéressant. Merci. Alors Marie-Laure, tu reçois ? Alors je reçois Isabelle Marsala qui est artiste peintre et qui aujourd'hui donc nous a amené quelques exemples, parce qu'elle a énormément, son œuvre est importante au niveau de tous les tableaux qu'elle a pu peindre. Donc, qui nous a amené quelques tableaux représentatifs de son univers artistique. Alors, vous êtes donc artiste peintre depuis presque 40 ans. Vous avez en 2020 ouvert votre atelier qui s'appelle Le Petit Albert. Alors le Petit Albert, en référence à Marcelin Albert, qui était un héros de la révolte viticole au début du XXe siècle, sous Clémenceau, pour être précis. Et c'est aussi un livre culte pour ceux qui s'intéressent à la magie, qui s'appelle Le Petit Albert. C'est un grimoire de magie naturelle qui s'appelle comme ça. Donc c'est une petite parenthèse pour expliquer le nom de votre atelier. Et donc pour revenir à votre peinture, alors votre peinture est figurative, hein, on le voit là. Elle représente principalement des visages de femmes au regard expressif. Souvent, alors là on le voit pas forcément tout le temps, mais le regard est bleu. Moi je trouve que dans beaucoup de tableaux votre regard est bleu. Je ne sais pas si ça a un sens, mais vous allez nous l'expliquer, pas forcément. Et dans des postures parfois revendicatives. Alors là on n'a pas forcément de tableau où on est dans ce type-là de posture un petit peu. Et souvent, les cadrages sont simples. Il n'y a pas d'accessoires ou de décor plus que ça. Et vous avez un ami à vous, Guy Barral, qui est un écrivain et éditeur, qui a dit de vous que ce ne sont pas des portraits, mais ce sont des idées. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ce sont plus des idées que des portraits ? Voilà, on commence fort, hein. C'est une peinture que je fais qui n'est pas forcément une peinture qui est uniquement figurative. L'idée est de raconter des choses et de faire passation de quelque chose. Voilà, donc ce ne sont pas des portraits, ce sont des archétypes. Ce sont des femmes qui sont... oui, je peins beaucoup de femmes, je peins aussi des hommes, mais dans d'autres circonstances. Voilà, ce sont des femmes qui sont en position d'être femmes telles qu'elles sont dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur réalité. Donc plutôt des idées, oui, c'est pas très représentatif. Ça ne ressemble pas vraiment à un portrait photographique, hein.
Voilà. Mais je vais revenir sur ce que vous avez dit au sujet de l'atelier. En fait, l'atelier Le Petit Albert s'appelle aussi parce que je suis rue Marcelin Albert. Tout à fait. Voilà, hein, donc l'idée de travailler sur ce Marcelin Albert, qui a été quelqu'un d'extraordinaire, qui a mené les luttes viticoles en 1907, qui ont été les plus grandes luttes viticoles de toute la région. Hein, tout le monde connaît un petit peu l'histoire. Voilà, ça m'a amusé de venir là. Et avant cet atelier, pendant 20 ans, j'ai eu un atelier aux Beaux-Arts qui s'appelait l'atelier du garage. Voilà, donc j'ai déménagé en arrivant à Celle-Neuve. En fait, je me suis implantée un petit peu plus profondément dans Celle-Neuve. D'accord. Vous avez aussi d'autres thèmes, comme la Méditerranée ou la musique. Est-ce que vous peignez encore sur ces thèmes-là, ou est-ce que vous êtes essentiellement sur ce thème-là de... Oui. Vous savez, je suis comme beaucoup de peintres, je suis obsessionnelle. Donc du moment que j'ai commencé à creuser un chemin, je le continue. J'ai été disquaire de rock à Montpellier pendant des années. J'ai commencé à travailler ma peinture dans ce cadre-là. Je faisais des pochettes de disques, les devantures du magasin. On avait monté un label indépendant, etc. Donc ça a été vraiment mes premiers amours, c'était la musique. Ça le reste, je travaille en musique continuellement. Donc oui, je travaille là-dessus. Je travaille sur la Méditerranée. Moi, je suis issue de l'immigration méditerranéenne. Donc je revendique beaucoup cet attrait que j'ai pour la Méditerranée, qui m'empêche de m'en éloigner, hein, d'ailleurs. C'est très, très prenant. Je travaille actuellement aussi beaucoup, vu ce qui se passe, sur un thème qui s'appelle Partout, c'est le cirque. Je vous laisse voir de quoi je peux bien parler. De quel cirque il s'agit? Voilà, c'est un peu compliqué ce qu'on vit en ce moment, n'est-ce pas? Voilà, donc oui, j'ai des thèmes privilégiés comme ça. Je les travaille au fur et à mesure du temps. Après, ils s'en rajoutent selon les événements. Selon les événements peuvent être tout de suite votre personnel ou sociétal, ou voilà, c'est très variable, quoi. Très variable. Vous savez, je fais que peindre depuis. J'ai arrêté de travailler à côté en 88. Depuis, je fais que peindre, donc je suis en atelier tous les jours, 8 à 10 heures par jour. Donc forcément, au bout d'un moment, le travail, c'est un petit peu comme un train, ça avance, quoi. Voilà. Donc vous exposez en France et aussi à l'étranger? J'expose partout. Je peux. J'ai vu Algérie, Japon, Espagne, Indonésie. Oui. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai créé des résidences d'artistes à l'étranger, parce que j'aimais beaucoup avoir une espèce de bulle de travail en dehors de mon quotidien. Les femmes connaissent beaucoup ça. C'est très difficile de s'extraire de son quotidien pour une femme. Hein. Alors j'ai beau avoir l'atelier où j'arrive vraiment à travailler. Aller à l'extérieur, c'est des temps pour ne faire que cela. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, j'ai été en Roumanie, j'ai été en Indonésie, j'ai été 2 fois à Cuba. Voilà, sur des résidences comme ça de travail, sur 2 mois à chaque fois, ce qui me permettait vraiment de travailler avec des artistes locaux et d'être dans le bain. Ça vous permet de trouver d'autres sources d'inspiration, de trouver une émulation aussi avec les autres artistes. Oui. C'est important, je trouve, je suis convaincue d'échanger aussi avec d'autres artistes sur leurs techniques, sur leurs inspirations. Moi, j'ai toujours travaillé avec les autres. À Montpellier, l'atelier du garage a été connu dans le milieu art plastique parce que c'était un atelier où on faisait un vernissage par mois où à chaque fois on invitait un autre peintre. Je dis on parce qu'il y avait Jean-Paul Bocage qui est peintre et moi qui tenions ce lieu. On a invité des musiciens, on a monté un label, un micro-édition, on a édité 36 livres avec à chaque fois un auteur différent. On s'est beaucoup amusé dans l'échange. Et moi, je continue à travailler dans cette idée-là, même si je trouve qu'à l'heure actuelle, depuis le Covid, il y a réellement beaucoup plus de difficultés à travailler ensemble avec les autres gens. Il y a un repli, chacun sur son domaine. Voilà, mais là, je travaille avec une brodeuse qui est à Lille. Je suis en train de remettre en place quelque chose à Montpellier pour travailler avec une créatrice de mode aussi, parce qu'on a des choses à se raconter. Enfin voilà, je travaille avec d'autres peintres, je travaille avec des photographes. J'essaye toujours de travailler avec d'autres gens, oui. Parce qu'au bout d'un moment, vous savez, je suis toute la journée en atelier seule. Alors le moi, pour moi, par moi, grâce à moi, vers moi, il y a un moment donné, je ne peux plus me voir. Quoi. Donc j'ai besoin des autres pour me réalimenter. Donc vous faites de la peinture sur mesure ? C'est-à-dire, on peut vous demander, par exemple, des performances. Sur commande, oui, je voilà. tiens pas. Non, d'accord. Alors, vous savez, nécessité fait loi, je vis de ma peinture. Donc, de temps en temps, j'accepte les commandes. J'y tiens pas parce que je trouve que je suis pas, une dessinatrice photographique. Donc, la personne risque d'être déçue. Et moi, je ne peux pas être dans le désir de l'autre. Je pense que ce que je peins et ce que vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors, ça m'arrive d'accepter à condition que, dans ce cas-là, je passe un deal qui est clair. Je le fais. Si ça vous plaît, vous le prenez. Si ça vous plaît pas, je le garde dans ma collection. C'est-à-dire que je reste quand même contente de ce que j'ai fait. Voilà. En général, ça se passe bien. Donc, vos tableaux sont disponibles dans votre atelier. Oui. Enfin, si on veut venir les découvrir ou même acheter. Est-ce que vous exposez aussi dans des galeries ?
Alors à Montpellier, non, parce que ça c'est compliqué d'avoir à la fois un atelier bien sûr. actif et Bien une sûr. galerie. Ça se nuit. Mais à hein. l'extérieur. À l'extérieur, oui, c'est assez fréquent, ça arrive. Après, il y a le site qui marche très bien aussi. Pareil, sur mon nom, c'est simple. Et puis l'atelier Le Petit Albert, oui, venez me voir. Parce que Selle-Neuve, il est plus difficile de faire venir des personnes qui connaissent pas bien ce quartier. Alors que sincèrement, c'est un quartier formidable où il y a énormément d'activités culturelles. Ça se passe vraiment très bien. Et ça vaut le coup de venir faire coucou à l'atelier. Puis l'atelier, c'est pas pareil qu'en galerie. On est chez soi, on va vous présenter la facette du travail en direct. Puis bon, les prix sont coupés en deux déjà aussi par rapport à une galerie. Et puis hein, dans ça les compte. galeries, l'artiste peintre n'est pas toujours présent, il y a le galériste. Et pour bien échanger sur le ressenti que l'on a vis-à-vis du tableau, je trouve que c'est mieux d'avoir l'artiste présent. Oui, c'est un Donc rapport à différent. l'atelier, on Oui, est oui. vraiment dans son univers et on est plongé dans son univers et je trouve que c'est bien aussi de s'imprégner de l'univers de l'artiste. Oui. Voilà, donc... Merci, on est d'accord. Donc vous allez nous dire, regardez la caméra et nous dire à quelle adresse se trouve votre atelier pour qu'on vienne vous voir. Oui. Et où vous êtes également votre site. Oui, je m'appelle Isabelle Marsala, voilà. Tout est là, il suffit de taper ça sur Internet. Je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux. Mon atelier est à Selle-Neuve, il est juste à côté du cinéma Nestor Burma. Voilà, donc il est extrêmement facile à trouver. Et voilà, vous êtes les bienvenus. C'est toujours agréable d'avoir de la visite. Et vous y êtes toujours? J'y suis quasiment tout le temps. Je prends très peu de congés et je conseille toujours aux gens qui veulent venir de m'envoyer un petit SMS pour me dire est-ce que vous Bien êtes sûr, là. est-ce que tu es là, Dans voilà. l'ensemble, je C'est suis, tout à fait oui, je normal. suis beaucoup là. Exactement, C'est oui. pas un magasin, vous avez raison. Hein. De vous C'est prévenir, un bien sûr. atelier. C'est bien. Et du lundi à dimanche. Oui, le dimanche, alors mon fiancé a décidé que je travaillais plus le dimanche. D'accord. Ça commençait à être beaucoup trop. T'as mis fermé le dimanche sur ta vitrine? Oui, mais moi, j'aime pas que les gens travaillent le dimanche. Vous savez, je trouve que cette société où les gens travaillent 7 jours sur 7, c'est d'une tristesse pour les familles terrible. Donc, pas le dimanche. Elle a raison. Bon, vous avez raison. Ben, écoutez, on est ravis de vous avoir Bravo. reçu Je vous et d'avoir pu voir vos œuvres. Elles sont très sympas. J'ai un petit coup de foudre là pour le dernier. Là. Ouais, magnifique. Enfin, ils sont tous. C'est un hommage à Marguerite Duras. Un hommage à Marguerite Duras. Oui, c'est une série que j'avais fait pour une exposition que j'avais fait autour de la Comédie du Livre, où j'avais fait des spots comme ça sur des auteurs. Et j'aime particulièrement Marguerite Duras, donc j'avais 4-5 tableaux sur ce thème-là. Les Marguerites. Avec la fleur. La Marguerite. Voilà, Marguerite. Merci beaucoup, Isabelle. Très bien, merci à vous. Merci. Alors moi, maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Adama. J'ai fait ton portrait aujourd'hui, tu le sais. Je suis surprise. J'ai hâte de découvrir. T'as hâte de découvrir? Oui. Sur toi, j'aurais peur. Une invitée de qualité, Muriel. Tu es une personne originaire du beau pays, le Sénégal. Tout à fait. Et donc, tu es juriste de formation. Tu es cadre à l'assurance maladie. Aussi. Excuse-moi, je voulais pas rire. Bon, en même temps, c'est génial, je trouve. C'est tellement génial. Enfin, ces deux unions vont très bien ensemble. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'engager pour l'accès aux droits des plus vulnérables? C'est une longue histoire parce que je pense que, en tout cas, merci déjà pour l'invitation et merci de partager ce plateau avec ces merveilleux et merveilleuses invités et merci aux chroniqueuses. C'est une histoire familiale, il me semble. La question ne s'est pas posée parce que je suis issue d'une famille de militants, du côté de mon père militant politique, engagé pour les droits, pour l'accès aux droits, pour l'égalité des droits, et d'une maman aussi à l'époque dans une contrée où les femmes avaient peut-être été reléguées au second plan, où elles ne travaillaient pas. J'avais une maman qui travaillait, qui participait à la scolarisation des jeunes filles, participait aussi à l'alphabétisation des femmes. Donc l'engagement, je pense que je suis née là-dedans. Tu es privilégiée quand même là. On peut le dire, voilà. On peut dire que j'étais dans un environnement, en tout cas, d'amour et d'engagement. Et je pense que ça s'est fait assez naturellement. La question ne s'est pas posée, ça a été une suite logique. Et c'est pour cette raison que tu t'es engagée à l'accès aux droits des plus vulnérables, je suppose. C'est tout à fait ça. Et puis,
la question, quand on quitte un pays vers un autre pays, on arrive, on perd un peu ses repères, même si le Sénégal reste une colonie, une ancienne colonie française, avec des liens très forts avec la France. C'est pas ton pays. C'est pas mon pays, c'est des modes de vie différents. C'est pas le même endroit, quoi, je veux dire, voilà. Mais tu étais seule? J'ai été seule, mais quand tu parles de privilège, c'est que j'ai eu la chance d'être accompagnée. C'est-à-dire que quand on arrive en tant qu'étudiant, les étudiants arrivent seuls parfois, déboussolés, n'ont pas de repères, ne savent pas où aller. Moi, j'ai eu cette chance d'être accompagnée. On m'a installée, on est resté avec moi et on m'a permis de partir. Donc, j'étais dans un environnement assez favorable. T'as trop de chance quand même là. Hein. Je suis désolée de te dire, t'avais trop de chance. Tu évoques souvent l'idée d'humanité commune. Que signifie-t-elle pour toi au quotidien ? Alors, c'est Isabelle qui en a parlé tout à l'heure, de pluralité, d'aller se nourrir de l'autre. Pour moi, aujourd'hui, et surtout dans le monde actuel où nous sommes, nous devons nous rappeler qu'il n'y a pas de race. L'universalité, l'humanisme doit se vivre, se faire à chaque instant. Et nous devons faire attention à ces forces du repli qui nous disent, qui hiérarchisent les hommes qui tendent à nous catégoriser. Et pour moi, nous devons nous battre pour nos enfants, pour demain, pour dire qu'on a une universalité et un humanisme commun. Pour autant, nous sommes riches de nos pluralités. Moi, je me suis enrichie aujourd'hui, je me suis enrichie de toutes les personnes qui sont là. Si j'étais dans mon coin, je m'ouvrais pas aux autres. Et l'ouverture aux autres est assez importante pour moi. C'est surtout ça qui crée la peur de l'autre. Dis-moi ton engagement auprès de SOS Méditerranée. Est-il si important ? Pourquoi est-il si important à tes yeux ? Mon engagement pour SOS Méditerranée, il est essentiel. Il est essentiel parce qu'on parle de dignité, on parle de vies humaines. Je l'ai dit, une vie n'est pas plus importante qu'une autre. Toutes les vies se valent pour ma part. Et si on part du postulat que toutes les vies se valent, nous ne pouvons pas, à quelques mètres de chez nous, regarder des drames se produire et détourner le regard. Alors comment peux-tu rester humaine et lucide face à des situations de grande détresse sans te durcir ni t'épuiser ? C'est assez paradoxal parce que ça me révolte et de la révolte va naître une action. En fait, je transforme cette révolte en action. Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire pour changer les choses? Et c'est comme ça que j'arrive à créer des actions, à mettre des gens autour de moi. Et je ne suis pas seule, heureusement, dans ces actions-là. J'ai des amis qui m'accompagnent, j'ai des personnes autour de moi. Et je ne peux pas parler des SOS Méditerranée sans parler de ma binôme avec laquelle je fais ces actions-là, Claire Hart, qui me soutient énormément, avec laquelle on mène ces actions-là. Vous êtes combien dans l'association Méditerranée ? Alors, nous, on n'est pas forcément dans l'association, mais on fait les actions pour SOS Méditerranée. Ça nous permet aussi d'avoir de la liberté de faire, de décider quand on le fait et de pouvoir reverser cette action caritative après les récoltes à SOS Méditerranée. Et quand on le fait, SOS Méditerranée vient en appui et ça fait aujourd'hui 4 ans que nous faisons cette action-là et on est en train de préparer la 5e édition qui va arriver sous peu. Très bien, très bien. Alors, quel regard portes-tu sur l'avenir, notamment sur les questions sociales et humaines ? Alors, pour être tout à fait honnête, si on regarde tout ce qui se passe, on pourrait dire « Oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Mais tant qu'on a de l'espoir, tant qu'on se permet de dire « Nous sommes humains, nous sommes là, nous avons le pouvoir d'action », je garde un regard positif, je garde de l'espoir. Je trouve génial ce qu'elle dit. Oui. Je trouve génial ce qu'elle dit au vu de ce qu'on entend. Oui. Aujourd'hui, je trouve ça génial d'avoir encore cette grâce. Cette envie de Parce que pour moi, c'est une grâce de croire et de dire les choses. Et il doit y en avoir beaucoup comme toi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y aura un nouveau travail pour toi. C'est la peur des gens.
Pour moi et pour nous autres, pour nous tous, pour chacun d'entre nous et ici pour la présents. génération future. Oui, tout à fait, tout à Ça, fait. qu'on ne se cache pas la vérité. Qu'on ne se cache pas la vérité. Hein. Je pense qu'on a le droit d'avoir nos propres pensées, nos propres idées, et pas d'imposer l'idée ni la pensée. Donc pour moi, le travail jusque-là était très bien, mais je pense que pour toi, la bataille va être encore plus dure. Parce que on ne veut plus que l'autre pense différemment de soi. Oui. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et donc, on peut tuer pour ça. On peut se battre pour ça. Et on peut rompre une amitié longue durée pour ça. Et donc, on est des êtres humains, bon sang. Voilà ce que je veux dire. On est des êtres humains. On a le droit d'avoir un cerveau. On a le droit de penser. Et donc, le problème, il devient un véritable challenge aujourd'hui. Je suis parfaitement d'accord. Moi, je me dis aujourd'hui, on n'est pas dans une écoute active. On est juste ce que je pense. L'autre a dit, allez, je réponds. Des moutons. Voilà, on n'est pas dans une écoute active. Et robotiser un peu. Hein. Et du coup, tu as parlé de culture et c'est essentiel. Aller chercher, sortir, aller voir l'autre, la curiosité intellectuelle, s'ouvrir, ouvrir le champ des possibles. C'est par cela, par l'engagement, par la culture, par l'ouverture, les livres. Il le disait tout à l'heure, ça permet de faire voyager, ça permet accepter la différence, accepter l'autre. C'est avoir ce regard de miroir, ce que j'aimerais avoir, comment j'aimerais qu'on me traite, je le traite l'autre, et cultiver une certaine paix intérieure. On ne peut pas faire les choses si on n'a pas de paix intérieure. Exactement. Comme tous les créateurs ici joints, d'ailleurs. Nous avons tous la paix. Nous sommes tous dans la paix. Adama, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et j'espère que nous pouvons clôturer un interview de 10 minutes sur cette totalité de faits et d'expressions que tu dis là. J'aimerais que tu me dises d'où vient ta force intérieure. Alors, est-ce que j'ai la réponse? J'en sais rien. Je pense que c'est cette passion, de vouloir faire les choses. C'est cette passion intérieure de dire non, je ne détourne pas le regard. Cette passion de vouloir agir pour ce que je souhaite. Pour moi-même, en fait. C'est ça. Je pense que quand je vois les choses qui me dérangent, mon cerveau commence à se mettre en place pour dire comment je fais pour agir, pour essayer de trouver des solutions. À mon petit niveau, je pose. Et c'est comme aussi la théorie du colibri. Dès que je pose, j'en parle à une personne qui c'est chouette. Et ensemble, on forme des cercles et ça grandit. Et c'est comme ça que j'arrive à faire des choses. On va terminer sur le colibri, justement. On va terminer sur le colibri, c'est génial. Et je voudrais t'offrir un petit poème. Waouh, je suis gâtée. Et donc, voilà, on va... Adama, chère Adama, toi, passeuse de seuil, là où d'autres voient des procédures, tu vois des personnes. Là où les droits deviennent des murs, tu cherches instinctivement l'endroit par lequel on peut passer. Juriste de formation, tu connais les règles. Mais ce sont les visages qui te guident. Tu sais que derrière chaque dossier, il y a une fatigue, une attente, parfois une urgence silencieuse. Adama, ton engagement ne récite pas des textes. Tu les ajustes au réel. Tu les rends respirables, possibles, humains. Avec toi, le droit ne s'impose pas. Il accompagne. Il devient une boussole discrète. Une présence qui soutient. Une manière très simple de rappeler que la dignité ne devrait jamais dépendre des circonstances. Adama, merci de ta présence. C'est très beau. Très beau et je pense que ça la résume parfaitement, Muriel. Je vais te demander de regarder la caméra et nous dire comment on fait pour te joindre en espérant te revoir très rapidement et je ferai tout pour que tu reviennes.
C'est assez compliqué après cette douceur qu'elle m'a offert, c'est de la générosité. Pour me trouver, pas grand-chose quand je fais des actions sur les réseaux, je les partage. Et puis, merci. C'est juste ce mot que je veux dire. Merci à vous de ce que vous faites. Merci de nous permettre de pouvoir agir et de pouvoir, en tout cas, transmettre par votre série, par ce qu'on vous fait ici, toutes les personnes qui sont derrière les caméras. Merci. Je ne peux pas en dire plus. Merci. Et comment on fait pour te jouer? Je pense qu'on va lire sur Facebook. Voilà, naturellement. Moi, je laisse les choses. Adama Kanté, je laisse les choses se faire. Kanté, comment ça s'écrit? K-A-N-T-E. Voilà, sur tous les réseaux. Bravo, ma chérie. Bravo, félicitations. Alors maintenant, nous allons vous dire tous. Bye bye. Bye bye.